Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là, si nombreux pour ce bel événement qui est la sortie de ce livre, qui a déjà sa petite histoire, à peine arrivée. Moi, je me rappelle encore très bien, je suis Victor Clash, je travaille à l'INHA, et je me rappelle très bien de l'arrivée de l'objet et de voir Yael, parce qu'elle est ma voisine de bureau, si heureuse de voir ce livre arriver. On a la chance d'avoir les deux directrices d'ouvrage, Les Arts africains, Histoire et Dynamique, publiés chez Citadel et Masno. Dans le cadre de l'État de l'Art, qui est cet événement hebdomadaire de l'INHA qui met en lumière une publication, une exposition, un événement en rapport avec l'histoire de l'art et toutes les disciplines connexes qui nous intéressent. Et donc ce soir, c'est Alexandre Gérard Muscagori, qui est le directeur adjoint du département des études et de la recherche ici à l'INHA, qui triche un peu parce qu'il a aussi un peu mis les mains dans le moteur de cet ouvrage, mais en tout cas qui est la personne tout à fait adéquate pour lancer une discussion avec les deux directrices d'ouvrage autour de son contenu et de cette aventure éditoriale, un livre dont on parle pour son contenu scientifique, pour ses illustrations, pour son poids aussi, qui est vraiment un ouvrage d'une grande richesse. On a grand plaisir de vous écouter, on va avoir grand plaisir à vous écouter en parler et à nous déployer un peu son contenu. La parole est à toi, Alexandre. Je te laisse le soin de présenter nos intervenants et intervenantes. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Victor. Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir pour cette discussion donc autour de cette monumentale histoire des arts africains publiée par Citadel et Masno il y a quelques semaines, en octobre, début septembre, et en présence en plus des deux directeurs d'ouvrage. Donc Yael Biro, tu es historienne de l'art, spécialiste des arts d'Afrique après une thèse à Paris 1. Et tu as rejoint l'INHA en octobre 2024, donc il y a un an, pour le domaine histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l'art, afin de développer des projets autour du marché de l'art et des questions de provenance. Et tu es spécialiste de l'histoire des collections africaines en Europe, aux États-Unis, en Afrique, et que tu abordes par différents biais, notamment les pratiques collectionneuses durant la période coloniale, les réseaux marchands, et tu inities à l'INHA notamment un grand projet autour des objets d'Afrique durant la Seconde Guerre mondiale, dont la journée d'études inaugurale avait lieu la semaine dernière. Et puis tu as également été conservatrice de musée entre 2010 et 2021 au Metropolitan Museum of Art, et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu le plaisir de faire ta connaissance il y a maintenant quelques années. Ah oui, je vais parler un peu plus fort. Oui, c'est mieux en effet. Je sens la différence. Et puis, on a la chance aussi de recevoir Costa Petridis. Costa, tu es historien de l'art, docteur en histoire de l'art de l'Université de Gand et conservateur des arts d'Afrique à l'Art Institute de Chicago. Après un long parcours curatorial dans différentes institutions américaines et canadiennes. Et tu as été commissaire de plusieurs expositions, auteur de nombreux livres, dont le catalogue de ton exposition The Language of Beauty in African Art, et notamment le livre Luluwa, Central African Art Between Heaven and Earth. Voilà. Donc, on est réunis ce soir autour de ce livre. Je vais essayer de le soulever à une main, mais ce n'est pas évident parce qu'il pèse 4 kilos. Donc on m'a donné les chiffres, donc plus de 4 kilos, 584 pages, 570 illustrations, 27 autrices et auteurs. Et donc il faut vraiment saluer le travail éditorial remarquable qui a été mené par les équipes de Citadel et Masno, et en particulier par Gwenaël Benaïssa, qui a coordonné l'entreprise du côté de Citadel et Masno. Et donc voilà, qui est dans la salle. Et qui est dans la salle, voilà. Merci, tout à fait. Donc c'est un ouvrage donc important à plusieurs titres. D'abord par son ampleur, on vous a donné les chiffres. Ensuite parce que c'est un livre qui fait vraiment le pont entre des historiographies anglophones et francophones, en réunissant des chercheurs de France, des États-Unis, d'Allemagne, de Belgique, mais aussi et surtout du Nigeria, du Mali, du Sénégal, de République démocratique du Congo, d'Afrique du Sud, et j'espère n'oublier personne. C'est un livre important également par l'élargissement très net du canon des objets d'Afrique qu'il donne à voir. Et on reviendra largement sur cette question lors de la discussion. Enfin, c'est un livre important parce qu'il parachève un aggiornamento majeur de la discipline qui, depuis au moins la fin des années 80 aux États-Unis et un peu plus récemment en France, a engagé un profond travail de questionnement de son héritage colonial, de son questionnaire,
mais aussi de ses méthodes. Et à ce titre, l'ouvrage me paraît particulièrement important et novateur par rapport aux ouvrages généralistes qui existent déjà, en ce qu'il parvient à maintenir une véritable perspective historiographique, tout en offrant à un large public un panorama des moments, des lieux, des œuvres phares de l'histoire des arts d'Afrique. On est bien loin d'un petit précis des styles et des ethnies d'Afrique. C'est plutôt ici une histoire de l'art poreuse, une histoire poreuse des arts d'Afrique qui nous est proposée, attentive donc aux circulations, aux glissements, aux emprunts dans la longue durée dans l'Afrique continentale. Voilà. Donc merci encore d'être avec nous ce soir. Peut-être pour lancer la discussion, je me disais qu'il était important de revenir aussi sur l'histoire de ce volume et revenir sur le premier volume de Citadel et Masno consacré aux arts d'Afrique, qui s'appelait L'Art africain, qui avait été coordonné par Jacques Kershach et Jean-Louis Paudra et qui avait publié en 1988, qui avait été republié en 2008, mais dont les textes n'avaient pas été actualisé. Et donc je me demandais en quoi ce livre avait compté dans la discipline, à la fois pour ses apports, mais aussi pour tous les questionnements critiques qu'il a suscités. Je commence ? D'accord. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là. Merci Alexandre pour cette introduction, Victor aussi. Et alors, effectivement, donc ce livre que nous avons ici est une nouvelle édition, donc entièrement repensée d'un ouvrage phare de la collection Citadel et Masno, Les Arts et les Grandes Civilisations, comme tu disais, donc connu sous le nom du Kershach. Qui en dit long sur sa teneur, pour ceux d'entre vous qui connaissent ce nom, et qui était effectivement paru en 88, donc ça fait quand même quasiment 40 ans. La discipline des arts, l'histoire des arts africains a vraiment beaucoup évolué au cours des 40 dernières années. Et ce livre était resté malgré tout un livre important qu'on trouve dans toutes les bibliothèques de musée, en tout cas je le sais, qu'en tant que conservatrice de musée, c'est un ouvrage auquel on se référait systématiquement à l'occasion de nouvelles acquisitions, d'avoir est-ce que l'œuvre en question est dans le Masno. Donc ça restait quand même un point de référence pour son iconographie, surtout pour son iconographie, voilà, pour le dire. Le texte lui-même avait quand même un peu vieilli. Tu peux intervenir quand tu veux, et demander effectivement à être repensé. L'iconographie était très riche, il y avait à peu près 1000 reproductions, un certain nombre en noir et blanc, mais malgré tout, ça permettait d'avoir un panorama d'une certaine création africaine, très axée sur la sculpture, sur la statuaire, sur le masque, et sur un certain nombre de collections privées, dont la collection aussi de Jacques Kershach, qui était lui-même collectionneur et marchand. Donc il y avait quand même un ancrage dans le monde collectionneur des années 80, tel qu'il s'était développé à l'époque, qui était très fort et qui demeurait jusqu'à maintenant. Je ne pense pas qu'on est... Donc bonsoir à toutes et à tous, et merci aussi pour l'introduction et l'aperçu sur le contenu du livre. Mais un détail peut-être, je ne pense pas qu'on a compté les pages et le nombre d'illustrations de tous les autres livres, les livres précédents, qui ont plus ou moins la même envergure ou la même ambition d'être a priori des grands aperçus des arts africains, mais je pense que le Kershach, comme on l'appelle, comme Yael l'a dit correctement, était le plus gros livre avec le plus d'illustrations, le plus d'images, et surtout beaucoup de découvertes d'objets venant de collections privées. Et je suis aussi d'accord avec Yael que c'est surtout les images qui ont eu un impact, ou la sélection des images. C'était une sélection très personnelle aussi. Et il faut aussi dire qu'en ce qui concerne le texte, il s'agissait de 4 contributions, si on veut, avec un article, un long article principal qui était celui de Lucien Stéphan. Mais pour être tout à fait honnête, malgré le fait que le livre a été traduit d'après ma connaissance, au moins 3 langues à l'époque, et qu'il a eu un grand impact dans le monde général des amateurs et des collectionneurs, je ne crois pas que les textes ont nécessairement été lus, et je ne pense pas qu'ils ont eu beaucoup d'influence en dehors, peut-être, du monde francophone.
Et je crois qu'on peut le dire, qu'on a souvent dû expliquer à nos collègues non francophones ce que c'était le Masno ou le Kershash. Ils n'en avaient aucune connaissance que de vagues connaissances, et ils n'avaient surtout pas connaissance du contenu du livre, des écrits des trois contributeurs principaux. Donc, voilà. Oui, c'est vrai qu'on consulte pour les images et parfois on oublie de lire le texte. Et on est souvent un peu surpris quand on découvre la nature des articles qui étaient proposés dans cet ouvrage en 1988. Donc c'est vrai que voilà, c'est un moment important parce que c'est pas tous les jours qu'on a un Citadel et Masno sur les arts d'Afrique qui est publié. Et aussi dans le contexte français, c'est une publication qui vient combler aussi un manque important. Enfin, le manque d'une introduction solide, offrant un panorama très large de la création en Afrique sur la longue durée. Et je me demandais, voilà, quand vous avez commencé à réfléchir à ce projet d'ouvrage, quel était le paysage un peu historiographique avec lequel vous avez travaillé, quels étaient peut-être les exemples ou les contre-exemples qui vous ont inspiré? Oui, je crois qu'on en parle un peu dans l'introduction d'ailleurs, si quelqu'un est curieux. Oui, attends, regarde. On va le mettre. Pardon. Voilà l'intro. Où justement on fait un petit panorama de la littérature dans laquelle on se positionne. Et effectivement, on a fait, en commençant à travailler sur ce projet, on a éplucher un peu l'ensemble des volumes de ce type de survey books qui offrent un panorama général sur les arts de l'Afrique. Et il y a plusieurs choses qui sont apparues. D'une part, aucun de ces volumes n'avait réellement une approche historique sur les arts africains, ou ne mettait l'histoire réellement en avant pour ce qui est des beaux livres. D'autre part, on voulait aussi s'inscrire dans un panorama, dans les connaissances qui ont évolué, qui se sont beaucoup développées à travers aussi les catalogues d'exposition. Il y a un certain nombre de catalogues d'exposition des dernières 10 années qui ont eu un impact, je pense, assez important sur la manière de penser les arts africains dans une forme d'historicité, comme par exemple, alors, il y a beaucoup d'expositions anglo-saxonnes, Caravans of Gold, qui a été organisé aux États-Unis sur les arts du Sahel et qui offrait comme ça une perspective, une dimension historique très forte. Sahel aussi, organisé au Met, à laquelle j'avais contribué, mais aussi les ouvrages de François-Xavier Fauvel qui apportaient comme ça une dimension très historique. Et c'était un peu dans ce panorama qu'on voulait s'inscrire, mais en y apportant évidemment cette qualité d'illustration et ce foisonnement artistique qu'on voulait mettre en avant. Oui, et je crois que c'est quand on nous a invités, d'abord Yael, puis Yael a eu la gentillesse de m'inclure dans le projet, de m'inviter à contribuer en tant que coéditeur, mais je crois que c'était aussi la réalisation qu'au fait, une tâche pareille paraît assez impossible, parce que je pense qu'une des simples explications pour lesquelles il y a très peu d'ouvrages de ce genre et que ça a duré si longtemps pour en refaire à nouveau, c'est simplement comment aborder ce vaste sujet, quel choix faire et par conséquent comment être représentatif d'un continent d'un côté peu connu, d'un autre côté très complexe, aussi bien en ce qui concerne sa diversité géographique que sa complexité et sa diversité historique. Donc c'était ça le premier challenge et je crois que c'est vraiment en grande partie grâce à elle qu'on a très vite, on s'est décidé de mettre l'accent sur l'aspect historique de ce continent, parce qu'un des grands problèmes quand on aborde l'art africain, c'est souvent que le grand public, mais même ceux qui se spécialisent en la matière en tant que collectionneurs, tendent à oublier l'historicité, l'histoire, la longue durée qui est présente évidemment dans le continent africain, mais aussi dans ses arts, parce que souvent on ne se consacre qu'à une petite partie de cette tradition artistique, de cet héritage artistique, ce qui était aussi le cas dans l'ancien
Masno, si on peut le dire. C'était surtout des objets 19e, début 20e siècle, sculptures en bois figuratifs, qui ont été acquis ou qui sont arrivés, pour ainsi dire, pour employer un euphémisme, en Europe à la fin du 19e, début du 20e siècle, et qui ont marqué, qui ont formé l'idée générale de ce qu'est l'art africain. Tandis qu'entre-temps, depuis plusieurs décennies, on s'est avéré que d'un côté, il y a un grand passé, une histoire et une archéologie qu'on connaît de mieux en mieux, bien qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là, mais aussi qu'on a vu qu'il y a une continuation, une contemporanéité à ces arts. Et donc, c'est cette approche historique afin de mettre en valeur aussi bien le présent que le passé et le futur, qui a dirigé, je pense, nos choix et nos choix d'auteur, nos choix d'iconographie, etc. Oui, d'où le sous-titre Histoire et dynamique qui dit bien le projet global du livre, et puis aussi la pluralisation en passant de l'art africain aux arts africains. J'imagine que ça a été un choix qui s'est fait peut-être naturellement ou pas. Enfin, je serais curieux de vous entendre là-dessus. Et puis il faut peut-être préciser aussi que quand on dit arts africains, dans le cadre de ce volume, c'est les arts de l'Afrique au sud du Sahara. Donc vous n'évoquez pas c'est évidemment évoqué dans les articles, mais les arts de l'Afrique au nord du Sahara ne font pas l'objet d'entrée spécifique, ni l'Égypte, ni l'Afrique diasporique, bien qu'elle soit présente quand même dans les articles, parce que déjà l'entreprise est colossale. Mais peut-être sur la question du titre, est-ce que ça... Ok. Ok. Non, c'était donc un choix très délibéré et pour refléter cette pluralité dans plusieurs sens, pas seulement les arts qui sont divers et variés et diversifiés, les temps, les temporalités, la chronologie qui est si complexe, mais en même temps, peut-être indirectement, la pluralité se reflète aussi dans les auteurs et dans les approches. Pour reconnaître le fait qu'il y a plusieurs différentes manières d'aborder ces arts africains, différentes perspectives, et que ces différentes perspectives mènent à de différentes perceptions et connaissances. Et donc, ça nous a paru très important de souligner cette pluralité dès le début, aussi bien en employant ce titre qu'en incluant un grand nombre d'auteurs venant de différentes disciplines, comme vous l'avez évoqué comme tu l'as évoqué dans ton introduction, venant de plusieurs différentes parties du monde, Afrique, Europe et États-Unis en particulier, afin de donc refléter cette diversité, ce pluralisme dans tous ces sens. Oui, et je pense que le pluriel nous est venu très rapidement, le sous-titre aussi. Peut-être la seule nuance est qu'au départ, je crois qu'on parlait... Après, c'est une nuance, et ça, je crois que ça s'est décidé en discussion éditoriale. Je me demande si au départ, on n'avait pas les arts de l'Afrique, et qu'au final, voilà, pour s'inscrire dans la collection, c'est devenu plus les arts africains. Donc, il y a des petites nuances comme celle-là, mais bon, au final, le message y est, et c'est vrai que ça peut paraître anodin, mais au final, c'est lourd de sens, comme le dit Costa. Et pardon, oui, et sur la question de l'Afrique subsaharienne. Là aussi, comme le disait Costa, le travail était tellement d'une telle ampleur qu'il faut, de toute façon, il fallait délimiter le cadre géographique dans lequel on travaillerait. Mais par ailleurs, il y a eu aussi des exigences éditoriales du fait que la collection L'art et les grandes civilisations a déjà un volume sur l'islam et l'Afrique du Nord, je ne sais plus exactement le titre, et un volume sur l'Égypte. Donc en fait, on s'est inscrit dans ce périmètre aussi. Donc en fait, voilà. Et de la même manière, il y a un volume qui est sorti il y a quelques années sur les textiles africains. Donc on a quand même voulu inclure des textiles parce que c'était important, mais peut-être un peu moins que ce qu'on aurait fait si le volume en question n'existait pas. Voilà, je crois que c'était... Et sur la question aussi de la pluralisation que vous proposez dans le livre, ça se joue aussi au niveau des objets que vous donnez à voir et de l'enrichissement assez considérable du canon des arts d'Afrique que vous proposez ici, puisque vous ouvrez les pages du livre non seulement à la sculpture, au masque, mais aussi aux instruments de musique, à la photographie, au perlage, à l'installation contemporaine. Est-ce que vous pouvez nous parler
de cette question du canon dans les arts d'Afrique et comment celui-ci aussi est de plus en plus interrogé, remanié par la recherche académique et par les musées. Le concept est, comme vous le dites, en flux, il change toujours et il est interprété de façon différente aussi. Et je crois que là, il y a même des différences entre le monde anglophone et francophone, le monde des gens qui travaillent dans les musées, conservateurs et autres, et le monde académique. Il y a différentes façons d'aborder ce sujet du canon. Et il y a une proposition radicale qui dit n'utilisons plus l'idée du canon, abandonnons-le et là où le terme et l'idée et incluons tout ce qu'on veut dans tout ce qui est expression visuelle ou matérielle. Nous, on n'irait pas si loin, mais ce qu'on a voulu refléter dans notre ouvrage, c'est cette énorme diversité, le fait qu'il y a des objets qui, pendant très longtemps, n'étaient peut-être pas considérés comme appartenant aux arts africains et qui ne figuraient pas dans le canon, qui, entre-temps, le sont de plus en plus. Les objets perlés, en perlage, les tissus aussi déjà, qui pendant très longtemps étaient considérés comme inférieurs et qui ne sont pas représentés dans toutes les collections qui se disent africaines, musées ou privées. Et aussi, par conséquent, des géographies, des aires de ce continent, même quand on se limite à la région au sud du Sahara, où il y a des traditions, des corpus qui ne sont pas connus parce qu'ils ont pendant si longtemps été considérés comme moins ou inférieurs et non pas en faisant partie du canon. Donc dans notre cas, on a vraiment voulu être aussi encyclopédique que possible, mais en même temps, on a vite dû reconnaître les limites, parce qu'on peut se dire, et on est très heureux d'avoir tant d'illustrations, mais en fait, si on limite le continent africain dans le sens iconographique à 570 images, il faut faire des choix. Il faut faire des choix, comme vous l'imaginez, évidemment. Si on veut montrer la diversité, on doit se limiter en ce qui concerne la profondeur ou la variation sur les thèmes, et sur les thèmes, sur les genres, sur les types. Donc, on ne peut pas tout faire. Et c'est un peu la réalité à laquelle on a dû faire face. Oui, et au final, je pense qu'il est intéressant, peut-être qu'on y viendra dans d'autres questions, mais au final, toute la première partie du livre est vraiment inscrite dans une perspective historique sous différents angles. Donc, d'une part, on commence par l'archéologie, avec un très beau texte justement sur l'archéologie du Sahel, avec de Chloé Capel qui est dans la salle, et je la remercie, et Jean Paulet. Un autre sur l'archéologie du Nigeria avec un texte d'Hélène Joubert et Moussa Hambolou. On a toute une série sur l'archéologie et ensuite on rentre dans une série très historiographique et très autoréflexive sur la discipline et sur les formes d'objets africains auxquels l'Occident a été confronté du moment qu'on appelle de la découverte de la fin du XVe siècle, avec l'arrivée des Portugais sur les côtes occidentales de l'Afrique, et jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les œuvres qui sont collectionnées pendant cette période, c'est pas la grande statuaire. C'est justement des petits objets perlés, c'est des textiles, des objets en ivoire aussi, certains masques, une fois de temps en temps, comme vous le voyez ici, avec ce masque de Sénégambie qui est rentré dans les collections nationales, les collections royales. Maintenant, je ne me souviens plus exactement de la trajectoire, mais à la fin du 18e, en 1760, je crois. Et en fait, là vous voyez, c'est de la fibre végétale. Donc en fait, cette idée de la grande statuaire en bois, de toute façon, est une idée récente du collectionnisme occidental qui se développe au début du XXe siècle, en conjonction avec le développement de l'art moderne et des avant-gardes en Occident. Tout ça, c'est une histoire qu'on raconte justement dans le volume. Mais du coup, ça explique aussi une diversité de formes qui, de toute façon, si on parle d'histoire des collections, c'est ce genre de forme-là dont on va parler. Et c'est vrai que ça crée, je pense, dès le début de l'ouvrage, et je l'espère en tout cas, parce que c'était vraiment le but, un effet de surprise et d'inattendu
peut-être pour quelqu'un qui s'attend à tomber sur de la grande statuaire, et c'est pas comme ça qu'on commence l'ouvrage en tout cas. Et ce qu'il faut dire, et là je mets ma casquette d'auteur, c'est que vous avez laissé quand même aussi une grande latitude aux personnes qui ont publié dedans pour proposer des images, et ce qui est assez vertigineux quand on se retrouve à devoir choisir 20 images pour illustrer un article. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Donc voilà. Et en fait, c'est vrai que naturellement, d'autres objets apparaissent quand on fait l'effort de s'intéresser aussi à d'autres périodes et création du canon, entre guillemets. Mais aussi dans la sélection iconographique, je pense que ce qui est important de mentionner, c'est qu'il y a des partis pris forts qui ont été adoptés par certains auteurs. Je pense à l'article notamment de Chloé Capel et Jean Paulet, le fait de ne pas reproduire d'objets archéologiques non contextualisés, donc ce qui quand même évacue 95% des pièces, j'exagère, mais qui circulent aujourd'hui, qui sont dans les musées et qui circulent sur le marché. Pour l'archéologie. Pour l'archéologie, il y a aussi des objets qui sont photographiés sous des angles, présentés sous des angles un peu inattendus. Je pense au masque et Jumba, sur lequel on voit l'amulette talismanique qui d'habitude est invisible. Enfin, voilà, donc une de mes questions, c'était comment aussi vous avez géré ce travail iconographique. Un point important aussi, c'est que dans cet ouvrage, la place des objets issus de collectionneurs privés est beaucoup plus réduite que dans le Masno, dans le Kershach, pardon. Est-ce que c'était un choix de votre part, j'imagine? Est-ce que vous avez subi des pressions de la part de collectionneurs pour figurer dans le livre? Parce que c'est quand même un enjeu financier d'apparaître dans le Masno. Voilà, c'est aussi des points sur lesquels je voulais vous entendre. Alors, de nombreuses questions. Oui, alors effectivement, c'est vrai qu'on a, juste pour la sélection iconographique, pardon, on a demandé aux différents auteurs de proposer une sélection iconographique. Un des mandats de l'éditeur était que les textes mentionnent les œuvres illustrées. Donc en fait, ça demandait à ce que les œuvres reproduites soient mentionnées dans le texte. Donc la sélection était aussi faite par les auteurs. C'est vrai que tout de suite, une fois de plus, ça apporte une certaine diversité supplémentaire à la sélection iconographique. Ce qui aussi distingue ce volume, cet ouvrage de son prédécesseur, parce que là, c'est vrai que beaucoup d'illustrations sont vraiment hors texte et qu'il y a au fait beaucoup de cahiers, et puis il y a toute cette série d'images en noir et blanc à la fin de l'ouvrage. Donc dans ce cas-ci, c'est tout à fait différent. Il y a vraiment une intégration aussi complète que possible entre texte et image. Avec en plus donc le fait qu'il ne s'agit pas d'un ou même deux personnes qui ont fait tous les choix, mais qu'on a vraiment invité et considéré toutes les propositions de nos nombreux auteurs, comme Yael le disait. Oui, et ensuite on a réfléchi à une manière d'uniformiser le volume, évidemment en faisant des propositions de remplacement quand il ne fallait pas qu'il y ait de redondance. Donc voilà, là quelque chose où on avait nous une perspective d'ensemble sur le volume. Et sur la question des collections privées c'est un choix très à nouveau très délibéré, très conscient, en partie aussi pour nous faciliter un peu la vie, parce qu'on ne voulait pas favoriser un collectionneur vis-à-vis de l'autre. En plus, on a aussi pensé aux questions de restitution et de la relation avec les pays d'origine, qui en principe sont beaucoup plus clairs et transparents quand il s'agit d'objets qui se trouvent dans des collections publiques. Et donc, en même temps, on a voulu aussi, tant que possible, inclure des collections un peu moins connues et surtout des collections situées sur le continent africain. Donc il y a pas mal de collections africaines, pas seulement celles du Mali ou surtout du Nigeria, qui sont un peu plus connues, qui ont été reproduites et illustrées et même exposées. Il y en a qui viennent d'autres pays, d'autres collections qui le sont beaucoup moins. Et donc, c'était vraiment un but très, très spécifique. En fin de compte, il y a toujours un nombre d'objets qui viennent de particuliers, mais proportionnellement parlé, c'est vraiment une minorité. La majorité vient de collections publiques. Mais en même temps, ça a posé certains problèmes techniques, d'ordre technique et matériel, auxquels on ne s'attendait pas nécessairement. C'est sûr que quand on travaille avec des collectionneurs privés, souvent, eux, ils font des campagnes photographiques, ils engagent les meilleurs photographes et ils sont très contents, heureux de contribuer et d'offrir des images pour les faire reproduire gratuitement souvent.
Ce qui n'est malheureusement pas le cas pour beaucoup de musées, où bien les images n'existent pas. Ils ne sont pas nécessairement d'une qualité qui est attendue par notre éditeur en particulier, parce qu'il faut quand même le souligner, c'est un énorme format. Et de nos jours, des photos qui paraissaient bonnes il y a 10 ans pour reproduire pleine page ne le sont plus aujourd'hui. Donc on a dû faire de nouvelles campagnes photographiques pour certains objets. Et en même temps, dans certains cas, malheureusement, c'était impossible d'obtenir les images des objets qu'on avait identifiés ou que nos auteurs avaient identifiés auparavant. Donc on a dû faire quelques compromis. Et c'est souvent dans ces cas-là qu'on s'est dirigé vers des collections privées pour combler les vides, combler les absences, les manques. Yael, tu le disais tout à l'heure, une part importante du volume est aussi consacrée à des questions historiographiques. Et donc ça, je trouve vraiment, pour moi, c'est un élément fondamental de cet ouvrage, c'est de faire connaître aussi cette historiographie francophone, anglophone, à un public large. Et l'un des objets des débats depuis plusieurs décennies, c'est un peu la triangulation style, ethnie, artiste dans les arts d'Afrique. Enfin, il y a des incessantes discussions sur cette question, comment désanonymiser les objets d'Afrique, comment les détribaliser, entre guillemets, ou les désethniciser. Et il y a plusieurs articles de l'ouvrage reviennent sur cette question. Alors c'est un vaste sujet. Pour l'ouvrir, voilà, notamment sur ce très bel article sur deux perlages qui montre la difficulté, la nécessité de se défaire de certaines attributions anciennes des objets. Un choix fort aussi du livre, en tout cas fort dans le contexte français, c'est d'avoir dans les légendes fait apparaître systématiquement le terme artiste, voilà. Tout en gardant quand même une désignation, une identité ethnique, artiste Zoulou, Ngoni, etc. Voilà. Est-ce que vous pouvez peut-être, je sais c'est une question un peu compliquée, mais en donner quelques jalons de ces discussions autour de l'ethnie, du style et de l'artiste, parce que vous êtes aussi deux personnes qui avaient travaillé, réfléchi et publié sur ces questions. Je pense qu'au final, on n'est pas vraiment d'accord. Peut-être qu'on peut le c'est dire ça qu'on là. Pardon, hein, je vais tousser un moment, il faudra que je sorte. Mais on n'est pas vraiment d'accord, mais on a trouvé un compromis, je pense. Là, pour le volume, c'était d'utiliser ce terme d'artiste qui permet, comme tu le disais, de mettre en avant l'individualité des créateurs, qui est une manière de corriger un passé, hein, une manière d'écrire des objets africains complètement anonymisés et complètement tribalisés, pour utiliser ce terme-là. Et donc, au moins en utilisant le terme d'artiste, on pouvait remettre l'individu en avant. Et ça, on trouvait que c'était déjà important, en pensant aussi que c'est un ouvrage qui, effectivement, est fait pour le grand public aussi, pour les étudiants, et que c'était donc un élément important, voilà, à positionner là. Mais si j'avais fait cet ouvrage avec quelqu'un d'autre, peut-être que ce n'est pas le terme qu'on aurait utilisé, à moins, ou peut-être pas. Enfin, c'est une question que je me pose, parce qu'au final, je pense que c'est un bon compromis, voilà, d'utiliser le terme d'artiste ici, plutôt que le terme de style, qui est quelque chose qui a été proposé. J'ai écrit un article il y a quelques années avec Suzanne Elisabeth Gagliardi, qui est professeure d'art africain à Emory University à Atlanta, dans lequel nous proposons comme solution à cette problématique de One Tribe, One Style qui a été conceptualisée par Sidney Casphere dans les années 77, c'est ça ? Dans les années 84, où elle critiquait ce concept d'assimiler une œuvre à une ethnie particulière, voilà, en fait, qui essentialisait complètement la créativité d'une région, d'une culture. Et donc, pour essayer de sortir de ce concept-là, duquel on n'arrive pas à sortir, en fait, dans les arts de l'Afrique, on est un peu coincé par cela, dans les cartels de musées, dans les légendes d'objets dans les publications. On proposait l'usage du terme de style, qui accepterait justement, dans une forme autoréflexive, cette idée d'historisation
du concept même de style, qui serait en partie une création, et c'est là où on n'est pas d'accord avec Costa du tout, mais on n'est pas obligé de se lancer dans ce débat peut-être dans sa totalité, mais non, mais qui, dans certains cas, quand on dit un objet Fang, ça va faire écho à certaines personnes, à tout un ensemble d'objets, mais qui au final va ignorer des objets qui sont à la périphérie peut-être de ce qui pourrait être considéré comme ce style, qui va ignorer des nuances régionales, qui va ignorer justement des identités d'artistes. Mais malgré tout, quand on parle d'un objet Fang, ça fait écho à une histoire de la réception de ces objets aussi en Occident depuis la fin du 19e siècle. Voilà. Et que de parler de style Fang, ça permet d'englober d'une certaine manière cette historicité et cet aspect autoréflexif. Et c'est là où je pense qu'on n'est pas d'accord. Alors, juste pour mentionner aussi que Costa a quand même écrit un article entier dans le volume sur la question du style et des artistes, qui est vraiment un gros article de référence, je pense, au final très robuste. Non, mais vraiment, sur cette question où tu présentes la totalité de la littérature sur ce sujet de manière... voilà, c'est vraiment un super article, justement pour les étudiants, je pense, qui réfléchissent à ces questions. Voilà, je te laisse continuer. C'est très gentil. Et je crois qu'en fin de compte, on n'est pas... On est plus ou moins d'accord. Je crois que c'est en partie une question de terminologie, c'est sûr. Mais donc, tout d'abord, en ce qui concerne l'artiste, on est tout à fait d'accord. Et je crois que souligner qu'il s'agit d'artistes qui font ces œuvres, ça peut paraître anodin ou même inutile parce qu'on devrait le savoir, mais c'est vrai que souvent ces arts sont toujours considérés comme des artefacts, comme de l'ethnographie, comme de l'anthropologie, et on oublie qu'il y a des créateurs talentueux, formés, éduqués, spécialisés qui sont derrière toutes ces œuvres. Et en fin de compte, quand on parle de style, ça aboutit aux artistes qui ont créé, qui ont inventé ces styles, bien qu'on connaît rarement les histoires de l'invention et de l'évolution des styles. On ne le connaît pas, mais on soupçonne que ce sont des individus, en fin de compte, qui évidemment ont conçu ces styles, parce que c'est le travail d'individus. Et au fait, juste une autre pensée, c'est que ajouter ce terme artiste n'est pas tellement inhabituel aux États-Unis, où ces arts sont d'habitude montrés, exposés dans le contexte des musées des beaux-arts ou des arts en général, ce qui n'est pas toujours, comme vous le savez, ce qui est au fait très rarement le cas ici en Europe, où ces arts africains sont bien montrés dans des musées de culture, d'art, de tradition africaine, ou bien dans des musées d'anthropologie ou d'histoire naturelle. Aux États-Unis, tous les grands musées encyclopédiques ont des départements, ou presque tous, ont des départements d'art africain. Et donc, ça vient un peu de là, de souligner, voilà, c'est vraiment de l'art. Et c'est pour ça qu'on appelle les gens qui font ces objets, on les appelle des artistes. Mais en ce qui concerne l'ethnicité de ces arts, malheureusement, et c'est là où j'ai une opinion un peu différente, c'est que cet article des années 80 de Sidney Casphere a eu un énorme impact dans le monde anglophone, mais il a, je pense, simplifié les choses un peu trop. Parce qu'au fait, toute la littérature critique au sujet du concept du style et de l'ethnicité du style africain, c'est une question qui a été abordée dès les années 30 par les premiers chercheurs belges, allemands, français qui se sont lancés dans ce sujet-là. Et une des choses qu'ils ont remarqué, c'est l'idée d'un groupe ethnique qui vit sans contact avec l'autre monde, qui ne change pas à travers l'histoire, ça n'existe pas. Dès ces premières études des années 30, on s'est dit non, cette idée d'un groupe, un style est fausse parce qu'elle est comme tu l'as dit, elle est essentialisante, mais la réponse, c'est pas d'abandonner l'ethnicité d'un style, mais c'est d'y introduire des nuances et des complexités. Et donc, ce qu'on a reconnu très tôt, c'est qu'il y a des mélanges de styles entre cultures voisinantes, qu'il y a des évolutions, des chronologies du style, le fait que les styles changent à travers le temps. Les artistes voyagent. Les artistes voyagent, ils voyagent et
ils reçoivent des commandes d'autres cultures, donc leur style est exporté et voyage. Et au sein de ces ethnies, il y a aussi beaucoup de diversité interne. Mais malgré tout, on reste attaché à ces dénominations parce qu'en fin de compte, les ethnies existent de nos jours. La plupart des objets qu'on connaît ont été étudiés et ou acquises au moment où ces ethnies avaient été reconnues et identifiées comme telles. Et quand on voit le panorama des arts africains, ce n'est pas selon moi, il n'y a aucune réelle raison d'abandonner l'idée comme telle. Parce que quand on voit des masques comme ceux qui sont montrés sur l'écran, ils diffèrent radicalement de masques venant des Yoruba du Nigeria ou des Fans du Gabon. Et donc, en fin de compte, je crois que cette notion ethnique ou culturelle, elle garde sa valeur, à condition qu'on ne la réduise pas à cette entité autonome hors du temps, et qu'on reconnaisse qu'il y a des différences, et qu'il y a des complexités, des nuances, et que l'idée d'une ethnie isolée dans le temps et dans l'espace est simplement fausse. Et que les noms donnés à ces ethnies sont souvent récents, mais qu'en même temps, on connaît très peu de ce qui précède. Donc, par exemple, l'aspect ethnique de l'art, on ne va pas le promouvoir quand il s'agit d'objets archéologiques, où souvent il y a d'énormes écarts entre le passé archéologique et le contemporain qu'on connaît grâce aux études anthropologiques, ethnographiques ou en histoire de l'art au XXe siècle. Et donc, là, on ne parle pas d'art Bamana du XVe siècle nécessairement, parce que peut-être que Bamana c'est un mauvais exemple, mais par exemple Pendé, les noms ont été établis au courant du XXe siècle. Et les objets qu'on connaît sont pour la plupart des objets qui ne prédatent pas le XXe siècle. Donc, et dans ce sens-là, je crois qu'il y a une certaine valeur qui reste à ces appellations. Mais d'ailleurs, sur l'archéologie, les objets archéologiques sont ceux pour lesquels on n'a pas utilisé le terme d'artiste, mais on utilise les sites de fouilles. C'est une question d'autant plus compliquée que lorsqu'on discute par exemple avec des collègues africains, on se rend compte que ce rapport à l'attribution ethnique n'est pas forcément perçu nécessairement comme étant péjorative ou réductrice. Il y a des revendications, mais du coup ça peut aussi rentrer dans du politique. Dans du politique, exactement. Voilà. Mais donc c'est vrai que c'est des sujets complexes et voilà. Mais tous les articles mettent bien en avant ces circulations, ces porosités. Et le terme revient régulièrement. Je pense que c'est vraiment ce qui définit l'ambition du livre, hein, c'est de guider tout en laissant ouvert à chaque fois les sujets. Et cette question de la porosité, elle se joue aussi dans les frontières que vous voulez très floues en fait entre ce qui est considéré comme ancien, classique, traditionnel, ce qui est jugé dit populaire, ce qui est du ressort de l'académique et ce qui est de l'ordre du contemporain, avec notamment deux très beaux articles en fin d'ouvrage. Voilà, j'imagine que c'était un enjeu aussi déterminant de ce livre, d'essayer de déjouer une vision figée du traditionnel. Oui, ça sans aucun doute. Après, c'est intéressant parce qu'en fait, l'ajout d'une section sur l'art contemporain, là aussi, c'était une demande de l'éditeur. On n'était pas tout à fait pour au départ, juste parce qu'on trouvait qu'il y avait déjà tellement de choses à couvrir, en termes de temporalité, de géographie, qu'on n'était pas sûr que ce soit pertinent et l'endroit. Mais au final, je trouve qu'on a vraiment trouvé une bonne solution qui est d'ancrer ces articles sur la création contemporaine, là aussi dans une forme d'historicité, en ayant donc un article de Krista Clark sur les artistes contemporains qui réellement dialoguent avec le passé, comme elle le dit dans son titre, avec des artistes qui regardent des formes de tradition, si on veut utiliser ce terme-là. Un petit focus, on n'en a pas parlé de la structure, mais c'est pas grave, on a des articles focus sur des matérialités spécifiques, soit ou des focus géographiques. Donc un ici sur la céramique, qui est aussi une forme dont on a un développement
sur la longue durée qui peut être interrogé de manière très pertinente, comme le fait ici Barbara Thompson. Et enfin, un article de Suzanne Gagliardi qui, justement, questionne ces terminologies de tradition et de contemporanéité, où elle, de manière très habile, met en avant les nuances à créer autour de ces notions, et en mettant en avant le fait que beaucoup d'objets qu'on considère comme étant traditionnels et qu'on pourrait penser être inscrits dans le passé sont en fait tout à fait contemporains en termes de temporalité, et aussi la manière dont des objets anciens s'inscrivent dans une contemporanéité de leur moment. Enfin voilà, donc ça, on continue en fait à parler d'histoire et d'historicité dans cette section sur l'art contemporain, par ce biais-là. Oui, parce que souvent, quand on fait cette distinction, donc quand on parle d'art contemporain, c'est un terrain énorme, très vaste, qui inclut un nombre d'artistes qui ne reflètent pas nécessairement leur passé, ou même l'Afrique en tant que concept, continent, avec ses traditions et ses histoires, ou ces périodes historiques. Et donc, ça nous paraissait un peu aller trop loin du sujet qui était au cœur de notre livre. Mais en même temps, quand on regarde, on a cette notion de tradition à nouveau. Il s'agit d'art qui est seulement utilisé au sein du groupe pour l'emploi du groupe ethnique, par exemple, cette ancienne notion de l'art traditionnel africain. Mais on sait qu'à partir des premiers contacts entre les Européens et autres étrangers et le continent africain, il y a eu un va-et-vient, un échange qui s'est reflété dans des objets comme ces trompes d'ivoire qui ont été conçues et faites en grande partie pour un client étranger en tant que souvenir, dans le sens le plus large du terme. Et donc, qu'il y a eu aussi dans le passé des arts qui ne se limitent pas à cette utilisation, cet usage pratique, fonctionnel, religieux, politique au sein d'une certaine culture. Et en même temps, la fausse notion que les arts traditionnels, un terme que moi, personnellement, j'utilise encore, mais sans y attacher cette notion du passé et de ce qui n'existe plus. Bien au contraire, comme ces photos, celle de gauche le démontre, c'est des objets qui, en tant que forme, existent depuis très longtemps. Et au fait, c'est assez remarquable qu'on trouve des objets sur place aujourd'hui qui formellement parlé du moins, ont très peu changé vis-à-vis du passé, et des objets qu'on a acquis il y a 100 ans, par exemple. Mais souvent, c'est les contenus qui ont changé, les dimensions iconographiques, les dimensions politiques et autres qui ont changé. Donc, il y a un dynamisme, et on peut s'imaginer que ce dynamisme a toujours eu lieu, mais que malheureusement, on connaît que certains moments de ces histoires, de ces chronologies, de ces différentes traditions artistiques. Mais c'est un peu à ces questions, à nouveau, de fluidité, de mouvement, que ces deux chapitres ont voulu se consacrer, et justement pour souligner cette mobilité, ce dynamisme, comme le sous-titre de l'ouvrage le signale aussi. Avant d'ouvrir la discussion avec la salle, je voulais en venir à la façon dont votre livre dialogue avec le contexte, celui des restitutions, des recherches de provenance autour des objets d'Afrique. Et l'un des effets des discussions sur les restitutions, qui a été relancé en 2018, ça a été de replacer au cœur des débats publics, des discussions, de l'intérêt des chercheurs, les arts anciens, les arts traditionnels, à un moment où de nombreux universitaires aux États-Unis, en Europe, déploraient le déport de la jeune recherche vers l'art contemporain. Et je me demandais si on pouvait considérer aussi votre livre comme une intervention dans cette discussion. En tout cas, de quelle manière le livre porte la trace des discussions autour des provenances douteuses, complexes, parfois associées à des histoires violentes, et puis des discussions autour des restitutions. Alors c'est vrai que les questions de restitution n'étaient pas vraiment le propos de l'ouvrage, donc on en
parle pas de manière directe. C'est là aussi en filigrane, par contre, tout au long du volume, que ce soit l'article sur les arts du Nigeria avec les objets du royaume de Bénin, les objets d'Abomey, de la République du Bénin qui sont présents, les objets Ashanti du Ghana qui sont présents, qui sont voilà, des objets qui ont été restitués en partie, ou des objets contentieux. Donc ils sont présents, on n'a pas du tout essayé de les éviter en aucune manière. Par contre, effectivement, on n'a pas un grand article sur la question des restitutions. Enfin, c'était vraiment pas le propos. Je pense que le propos était plus ce que Anne Lafont a mis en avant dans sa préface, qui est cette question de la connaissance. Donc elle interroge de quelle connaissance voulons-nous. Et c'est vrai que c'est au cœur de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire d'interroger le type de connaissance dont on veut aujourd'hui, parce qu'il y a un réel manque de connaissances, en fait, sur les arts de l'Afrique. Et c'est vraiment ça, alors qu'il y a des débats, qu'on parle beaucoup dans la presse, des questions de restitution, etc., au final, le nombre d'articles où on confond justement les objets du Royaume de Bénin et la République du Bénin, et tout ça est mélangé. En fait, on sent qu'il y a juste un manque de connaissances, un manque de compréhension de la création artistique du continent africain, alors même que c'est justement sur le devant de la scène, de la presse en tout cas, et de certaines préoccupations. Donc c'était ça, on voulait interroger du type de connaissances, et c'est vrai que la connaissance dont on veut, c'est une connaissance plurivocale, ancrée dans l'histoire, ouverte sur le futur. Qui inclut nos collègues du continent africain, les communautés d'où sortent ces objets. Et donc c'est en partie suite à cette autocritique bien évidemment la question de la localisation des objets est essentielle. Mais en fin de compte, il devrait s'agir de plus que ça. Les objets sont une partie de ce propos, mais au fait, c'est les connaissances qui mènent au rapport humain et qui remènent au contexte des objets comme tels. Et je crois que c'était en partie aussi avec un but d'être plus optimiste et de contribuer à ce domaine de recherche qui est si riche, mais qui est souvent très méconnu et où il y a encore beaucoup de choses à apprendre, qu'au lieu de s'arrêter à cette question, ce qui est souvent le cas, il faut restituer les objets, ok, et après, qu'est-ce qu'on fait une fois que les objets sont restitués? Pour nous, c'est pas, peut-être pour moi, mais je crois qu'on partage cette idée, c'est pas l'aspect le plus intéressant ou le plus important, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait avec ces objets et qu'est-ce qu'on peut ajouter à comment peut-on repenser nos connaissances à leurs propos et les transférer d'Europe en Afrique est un pas vers aussi l'établissement d'un rapport entre différentes perspectives, différents chercheurs. Et ça se reflète dans... Oui, c'est ça. Et de nouvelles formes de connaissances. Et par exemple, je sais qu'on va peut-être ouvrir à la salle, mais juste pour un mot sur l'article en particulier sur les arts du Nigeria, où on a un article... attends, je vais y arriver. Ah, zut, pardon. Voilà, cet article-ci qui est écrit à deux voix, comme un certain nombre d'articles entre... Ah non, c'est pas celui-là, pardon, que je pensais, c'est celui sur les objets du Bénin. Oui, pardon, je dis, je suis pas au bon endroit. Voilà, de Barbara Plankensteiner et Osai Sonor Godfrey Oketor Obogie, qui est en fait très très ancré dans une histoire orale du royaume de Bénin et qui offre un peu une relecture, en tout cas par rapport à ce que moi j'ai appris sur les arts du Bénin. Ça offre là une vision un peu différente, avec par exemple ce type de tête en bronze, où moi on m'a toujours appris que c'était des portraits de chefs, de Oba, de rois. Et là, il propose qu'en fait, ces têtes-là, qui sont considérées comme étant les plus anciennes, datant du XVIe siècle, seraient en fait des têtes trophées d'ennemis, etc. Donc basées sur une histoire orale. Et je pense que c'est là aussi, en fait, on offre des narrations différentes, de points de vue différents, et ça fait partie de la construction du savoir. Voilà.
Ça ouvre les voies de nouvelles recherches et signale que ce n'est pas le dernier mot, évidemment, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on espère que ça va enthousiasmer les nouvelles générations, qui sont encore plus jeunes que nous, et qui vont se lancer dans ce sujet, aussi bien en Afrique qu'évidemment aussi aux États-Unis et en Europe, parce que si je peux ajouter cette pensée, c'est que souvent, malheureusement, les questions de restitution ont mené à un négativisme, un statisme dans le domaine des arts africains et dans les expositions sur l'art africain dans beaucoup de parties du monde. Quand on regarde en Belgique, par exemple, où il y a très peu d'expositions qui se produisent, très peu de recherches qui se font, et on espère qu'un livre comme celui-ci pourrait changer cette direction. Il y a une jolie phrase que j'ai retenue en conclusion de votre introduction qui, à mon avis, dit tout du projet. Je vous cite: « Nous avons ici tenté de faire le choix d'une connaissance ancrée dans l'histoire, polysémique, ouverte au questionnement et au dialogue, centrée sur les objets, leur forme et leur parcours, introspective, consciente des enjeux actuels et optimiste quant au développement à venir. » Voilà. Je pense que c'est un beau cap. Et merci à toutes et tous. Merci Yael Biro, merci Costa Petridis pour votre présence et cette conversation. Et n'hésitez pas à acheter ce beau Masno pour les fêtes de Noël. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. La semaine prochaine, l'état de l'art laisse place au débat de l'INHA et on reçoit Nathalie Bondy et Hervé Mazurel pour un débat sur les affects et les sensibilités dans l'histoire de l'art. Donc on espère vous y voir nombreuses et nombreux. Merci encore. Pardon, ça fait de nouveaux applaudissements.